Aujourd'hui, nous allons vous parler d'architecture. Nous allons recevoir le célèbre architecte Guy Courchesne. Bonjour Paul, bienvenue à l'émission. Paul, en passant, est notre chercheur au Centre d'histoire. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'architecture, puis en particulier de René Richer. En effet, mais avant de débuter tout ça, André, j'aimerais sincèrement te remercier d'animer cette série d'émissions-là. C'est une première pour le Centre d'histoire. C'est la première aujourd'hui, alors effectivement, merci beaucoup d'animer ça. Et oui, on est à la bibliothèque du séminaire ici, puis la bibliothèque du séminaire, c'est l'œuvre de René Richer. C'est de lui que je vais vous parler aujourd'hui parce que plus tard dans l'émission, tu vas recevoir Guy Courchesne, hein, c'est ça? C'est ça. Bon, alors moi, dans le fond, c'est faire une espèce d'introduction avec René Richer, qui est peut-être méconnu aujourd'hui, mais dont son œuvre est présente parmi nous. On voit son œuvre à tous les jours quand on déambule dans la ville. Pour partir, disons que René Richer, il est né en 1897 à Saint-Hyacinthe. C'est le fils de Henri Euclide Richer, ou Euclide Henri Richer? Je sais pas, mais c'est... C'est Euclide Henri Richer. C'est la famille des libraires, je crois. Oui, exactement, la famille des libraires. Monsieur Richer, il était maire entre 1898 et 1902, maire de Saint-Hyacinthe. Et il faisait partie des notables de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, il demeurait sur la rue Giroir, au coin de la Bruyère et Giroir, là, où est-ce qu'il y a le super gros chêne. Là, le gros chêne planté en 1891 par le joueur Richer. Oui. C'est de sa famille. C'est ça, c'est son père. C'est le père de René Richer. Donc, René Richer, il a fait ses études classiques ici au séminaire de Saint-Hyacinthe. Après ses études classiques, il est allé à Montréal, à la Polytechnique, continuer les études. Et c'est là qu'il s'est dirigé vers l'architecture à la Polytechnique. Ensuite, il est allé faire un stage à Paris. C'est là qu'il a été mis en contact avec les Beaux-Arts. Il a passé quelques temps à Paris. Il est revenu à Montréal dans une étude, dans un bureau d'architecte pour poursuivre, finir sa cléricature, dans le fond. Et il est arrivé ici à Saint-Hyacinthe au milieu des années 1910. Il a installé un bureau à Saint-Hyacinthe. Puis il a installé un bureau aussi à Montréal, mais assez rapidement, il s'est rendu compte que c'est à Saint-Hyacinthe que son marché était là. D'ailleurs, un de ses premiers gros contrats, ça a été avec Teddy Bouchard. Télésphore Damien Bouchard, qui était maire de Saint-Hyacinthe et député, chef de l'opposition libérale à Québec. Exactement. Donc, en étant proche de M. Bouchard, il a eu l'occasion de se développer un bon réseau. Donc, son premier contrat, c'est le Théâtre Corona. Peut-être que tu as entendu parler du Théâtre Corona. Non, c'est ce que moi j'en sais, c'est que Teddy Bouchard a baptisé le Théâtre Corona au nom de sa fille. Oui. Corona Bouchard. Oui, qui était décédé. Et le théâtre Corona avait une entrée sur Giroir et une entrée sur Des-Cascades. Et pour les gens, sur Des-Cascades, c'est à l'endroit exactement où sont les Passions de Manon. Et du côté de Giroir, il y avait auparavant un endroit qui s'appelait les appartements Corona. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça n'existe plus. Là. Non, mais sauf que l'entrée sur Giroir était vraiment où est-ce que le stationnement de la Caisse des Jardins de Saint-Hyacinthe. C'était là qu'était le Théâtre Corona, puis ça allait jusque sur la rue Cascade. C'était particulier. Puis pour Saint-Hyacinthe, c'est le premier grand théâtre où on va présenter du cinéma, des pièces de théâtre, on va présenter même de la lutte, de la boxe, des assemblées politiques, puis un peu tout ça. Donc, Teddy Bouchard, il était actif. Fait que ce qui a permis à M. Richer de devenir quand même, de se tisser un bon lien dans la communauté. Et on va voir à travers un petit peu ses œuvres, il va avoir une continuité là, pour les gens. On va voir qu'il y a un rappel toujours un petit peu des mêmes lignes, des mêmes formes. Puis on va voir surtout comment René Richer est présent dans l'espace mascoutin sans qu'on s'en rende compte. Il y a aussi l'école Mercier. L'école Mercier, qui était une école de religieuse, mais qui, par la suite, aujourd'hui, c'est devenu la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Exact. Sur la rue Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est ça. Un petit peu plus tard, en 1927, suite au feu qu'il y a eu ici au séminaire, il a reconstruit les ailes du séminaire, dont l'aile qui est sur le côté Pratt et l'aile qui est occupée aussi aujourd'hui par l'école secondaire Casavant. Donc, c'est lui qui a dressé les plans puis qui a été l'architecte de ça. Et au niveau scolaire aussi, il a fait l'école technique qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'école René Saint-Pierre. Et qui a été pendant longtemps l'école textile. L'école textile.
Saint-Hyacinthe a été la ville du textile Oui, pendant parce que près de 100 ans. C'est ça. Il y avait des relations aussi du côté du domaine religieux. En 1926, les Sœurs de Saint-Joseph lui donnent le mandat de construire la maison mère. C'est quand même important. Les Sœurs Saint-Joseph qui sont situées sur la rue Raymond, là, maintenant, c'est des appartements qui sont propriétés de... le groupe Robin qui possède ça maintenant. Exactement. Quelques années plus tard, en 1928, c'est lui qui fait les plans pour l'hôpital Saint-Charles. Tu sais qu'auparavant, l'hôpital Saint-Charles était associé un peu à l'Hôtel-Dieu. En 1928, on décide d'envoyer ça dans le nord de la ville. C'est quasiment l'édifice qui est le plus loin au nord de la ville. Maintenant, c'est rattaché à l'hôpital Henri-Mercier. Pendant longtemps, on a appelé ça la vieille hôpital. Donc, c'est en 1928. En 1944, il y a eu un congrès eucharistique important à Saint-Hyacinthe. Il y avait la ville était décorée de part en part d'espèces d'arches, de portes. Et là, c'est lui qui a dessiné ça. Toutes ces arches-là, c'était vraiment une année où Saint-Hyacinthe était en fête. C'était le congrès eucharistique à cette époque-là. Donc, c'est lui qui a tracé les plans de ça. Il a fait aussi, en 1946, l'église et le presbytère de la paroisse Sacré-Cœur. Alors, dans le domaine civil, il a aussi tracé les plans du poste de radio CKC. Je ne sais pas si tu te souviens, à Deauville, le bâtiment est toujours là. Ah, c'est d'une beauté, et puis c'est un endroit ça servait de relais. Oui. CKC pour envoyer CKC à travers le Québec, puis même... dans l'Est du Canada. Dans l'Est du Canada, puis c'est un endroit de relais, puis c'est très, très beau. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, là, mais... Je pense que c'est des appartements. Des appartements, c'est de toute beauté. Mais sur les photos, on voit les deux immenses antennes. Cette infrastructure-là qui servait à relayer le signal de CKC vers l'Est du Canada. Et là, sa force, je pense, c'est dans le domaine municipal, là, parce que on voit une de ses premières œuvres en 1926 dans le domaine municipal, c'est la Porte des Anciens Maires. Ouais, c'était pour honorer, je me souviens, le centenaire de Georges Casimir Dessol. Il y a un renouveau dans l'espèce au niveau des loisirs pour les citoyens et les municipalités sont très au fait de ça. À Saint-Hyacinthe, Bouchard, lui, il y a un programme d'embellissement pour sa ville. Donc, une de ses premières actions, en plus d'aménager des parcs. Nous l'appelons la piscine Laurier, mais les plus vieux qui nous écoutent, on l'appelait la piscine aux Milles. Le 1000, c'est ça, exactement. La piscine pool. La piscine pool, oui, parce que c'était indiqué sur le pavillon. Les gens ne parlaient pas anglais à l'époque. C'est ça. Alors, quelques années plus tard, en 1934, il a procédé aux travaux d'agrandissement de l'hôtel de ville. D'ailleurs, M. Richer était employé aussi à l'hôtel de ville. Il a occupé un poste, donc il n'était pas loin là, des dirigeants municipaux. En 1934 aussi, il a procédé à la réfection du marché-centre, en 1934, et le fameux stade municipal, le stade LP Gaucher, que tu as bien connu, LP Gaucher, il a eu le mandat. Les travaux ont débuté en 1937 et ils ont été terminés en 1939. La pièce maîtresse de l'œuvre de René Richer, c'est vraiment la chapelle du séminaire qui a un côté néo-gothique qui est vraiment exceptionnel parce que l'ensemble de son œuvre, on pourrait dire qu'au niveau de l'architecture, ça se démarque pas. Ça reflète un peu la culture mascoutaine, ce qu'on est, mais au niveau vraiment esthétique, puis au niveau des grandes lignes architecturales, les grands courants de pensée, c'est vraiment la chapelle du séminaire qui est sa pièce maîtresse. Et c'est là que tu vas recevoir tes invités pour notre émission C'est notre histoire, André. Bien, ça me fera plaisir. Puis c'est un endroit de prestige et ça, probablement qu'on aura des inspirations divines. Peut-être. Je sais que tu es un descendant de la célèbre famille de C.A. Caillouette. Oui, oui. Ma mère, c'est une Caillouette, Denise Caillouette. Elle est née à Tingwick, près de Warwick, dans les Bois-Francs. Et ils sont déménagés ici, je pense, c'est dans les années 40, parce qu'ils avaient eu un incendie de l'usine à Tingwick. Ils se sont installés à Saint-Hyacinthe. C'est comme ça que ma mère, une Caillouette, et la famille Caillouette sont arrivés à Saint-Hyacinthe dans ces années-là. OK. Parce que moi, je me souviens, jeune enfant, je passais sur la rue de Vaudreuil, puis je voyais ça, cette énorme usine-là. C.A., c'est ton grand-père, lui? C'est mon arrière-grand-père, Ton arrière-grand-père. Ouais. Cléophas Amable. Amable Caillouette, oui. OK. Puis là, il y a eu un fils qui
qui s'est occupé de l'entreprise, qui En est ton, fait, ton grand-père? Ou... Dans toute la famille, il y avait 3 garçons, 3 filles. Et puis les 3 garçons, il y en a eu 2 qui sont occupés de l'entreprise. Et le plus jeune des gars, Simon, est devenu architecte. OK. Mais c'est là que ça m'interpelle, parce que Simon est devenu architecte. Je me souviens de Simon. Et bon, est-ce que ça t'a influencé dans ta future carrière? Oui, définitivement. Je trouvais que c'était intéressant ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, le dernier projet, je pense que c'est le dernier projet qu'il a fait à Saint-Hyacinthe, c'est la polyvalente Hyacinthe de l'Orme. Et quand la polyvalente a ouvert, c'était pas tout à fait terminé, on se souviendra. Puis je voyais mon oncle venir à la polyvalente, s'occuper un peu là, de son projet d'architecture, puis ça m'a laissé une image positive. Très positive, c'est ça. Puis toi, tu as opté pour l'Université Laval. Oui, je suis rentré à l'Université Laval en 1979 pour le bac en architecture. Et j'ai fait 4 ans à Laval, effectivement. Ouais. On m'a dit que tu avais terminé d'une façon triomphale. Oui, est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? En fait, le bac en architecture à l'Université Laval, c'est que la dernière année, on doit choisir notre projet. En fait, c'est plutôt la dernière session. Il y a 8 sessions pour le bac et on doit choisir notre projet. Et à Saint-Hyacinthe, il y avait eu un incendie au centre-ville en 1900, je vous dirais peut-être 79-80. Il y avait un incendie, Raoul Godette, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Puis il y avait le restaurant Le Laurencie. Oui, puis l'autre côté. La Flamme Fourreux. La Flamme Fourreux. La Flamme Fourreux, elle n'avait pas été incendiée. Non, c'est ça, c'est juste là. Mais il y avait le bar, l'autre côté. Le Vieux Saint-Antoine. Le Vieux Saint-Antoine. Ça avait été incendié quelques années auparavant. Et dans le choix de mon projet, j'ai choisi, avec mon coéquipier Alain Bergeron, on a choisi de faire un projet sur ces 2 îlots-là, parce que l'îlot est séparé en 2 par la rue Sainte-Anne. Et lorsqu'on visitait le site, on se rendait compte que les gens partaient du stationnement Plaza, qu'on appelait à l'époque, traversaient au travers le site, et ils allaient au marché. Alors on s'est dit, c'est de là qu'est né le concept de créer une ruelle pour créer en fait le projet L'Allée du marché. Et on a gagné le premier prix des finissants de l'année 1983, l'école d'architecture. Et le projet s'est réalisé. C'est Robert Robin qui a... Mais est-ce que t'es arrivé avec ton projet, tu sortais de l'université, est-ce que tu as dû le présenter à d'autres architectes? En fait, pas architectes ou des contracteurs? En fait, ce qui est arrivé, c'est que... C'était quoi le cheminement? Le matin que j'ai décidé de commencer à travailler, je suis parti de chez moi à Saint-Joseph. Je restais au coin de Saint-Louis-Saint-Pierre. Ouais. Je suis parti à pied avec mon projet sous le bras, puis j'ai fait tous les commerçants de la rue Cascade pour présenter mon projet. Et là, ça s'est su dans la ville, et là, c'est là qu'est arrivé des gens, notamment la municipalité, Bruno Bergeron, qui était urbaniste à l'époque. Et c'est là qu'on s'est intéressé, et notamment Robert Robin s'est intéressé au projet, et c'est là que le projet s'est construit. Alors, ça a commencé ma carrière comme ça. Et de là, t'as parti un bureau ou t'as fait partie d'un bureau? J'avais pas le droit d'être architecte encore parce qu'il faut faire 2 ans de stage. Alors, il y avait un type, Francis Lavoie, qui partait son bureau à Saint-Hyacinthe. Alors, je suis allé le voir, puis j'ai dit, écoute, si ça te tente, j'apporte ce projet-là, puis je vais travailler avec toi pour réaliser le projet. Puis c'est comme ça que je suis entré dans un bureau d'architecture. OK. Et le groupe Robin l'a réalisé. Oui. Est-ça que c'était long après? Ça a pris quelques années? Moi, j'ai terminé au mois d'avril 83 et on commençait la construction en septembre, octobre 83. Ils ont vu la bonne affaire tout de suite. Oui, puis ça a très bien été. Puis ça s'est fait sur une période de 2 ans, si je me rappelle bien. OK. Mais il y a eu plusieurs phases. Hein? Oui, il y a eu plusieurs phases. C'est toi qui es derrière chacune des phases? Oui, j'ai fait le concept au complet du projet. Au complet. Ouais. OK, je te félicite parce que moi, j'adore cet endroit-là. Puis je trouve que ça l'a revitalisé le centre-ville. Puis le centre-ville, à ce moment-là, en avait bien besoin. Mais est-ce que tu as d'autres, par la suite, dans ton cheminement, est-ce qu'on a d'autres monuments ou d'édifices célèbres là, qui ont gagné des prix? Oui, il y a l'école professionnelle à Saint-Hyacinthe. L'école professionnelle, c'est une école... Comme je le mentionnais tantôt, je suis un ancien étudiant de la polyvalente Hyacinthe de l'Orme, mais à l'époque, le cours professionnel, c'était comme quelque chose qui était, je ne veux pas dire mal vu, mais c'était des gens qui étaient mis à part à la polyvalente. Et je trouvais ça malheureux. Et lorsqu'on a eu le mandat de réaliser l'école professionnelle, on s'est dit, là, c'est le temps
de mettre à jour, si on veut, la qualité de ces gens-là et l'importance des métiers de la construction, parce que c'est une école qui est dédiée aux métiers de la construction. Et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle le préau à l'avant, qui est entièrement vitré, puis qui est un peu comme une cathédrale, un peu comme une église, où c'est un espace qui est magnifique, où les gens vont parler, vont se connaître et vont échanger ensemble pour réaliser, si on veut, un meilleur projet lorsqu'ils seront sur le marché du travail. Alors, on a gagné cette année-là, on a gagné le prix d'architecture pour les édifices institutionnels de l'Ordre des architectes du Québec. Et on a gagné aussi un prix assez intéressant, c'est celui de Business Week, la revue américaine aux États-Unis. C'est un prix d'architecture décerné par Business Week, là où l'architecture démontre qu'elle participe, si on veut, à l'aspect affaires ou à l'aspect de la mission de l'édifice. Alors, c'est là qu'on a gagné ce prix-là avec Business Week. Et je me rappelle, je suis allé chercher avec Alain Bergeron le prix à Washington à l'époque. C'est un bon moi, je me souviens, pour pouvoir travailler longtemps à la Polyvalente, que dans le bloc B, on avait placé tous les étudiants là, qui étaient au niveau des métiers, tout ça, puis je chantais là, comme un écart entre les professeurs, les gens du régulier, et eux, ils étaient comme mis à l'écart, puis ils n'avaient pas comme leur place, tout ça. Et quand cette école-là est arrivée, avec toute le faste et toute la beauté de la structure, ça l'a fait un rayonnement. Puis je pense qu'aujourd'hui, pour bien connaître Gaston Vachon, tu connais aussi, qui a été directeur longtemps, il me disait que c'était la deuxième plus populaire au Québec, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment... Tant mieux. Je te félicite. Très heureux. C'était l'objectif de donner les lettres de noblesse à ces gens qui font la construction de nos environnements. C'est très important. C'est important pour moi. C'est peut-être un peu flatteur, mais tu es un peu de la lignée des René Richer dans le sens de concevoir quelque chose qui va amener du bonheur autour de toi, là, autour des gens, tu sais, qui vont amener... combien de jeunes qui ont choisi l'école professionnelle à cause de sa structure, sa renommée, etc., et qui, dans la vie, vont réussir leur vie. Tu sais, est-ce que tu avais pensé à tout cet aspect-là? Définitivement. Je pense que dans le métier de l'architecte, il faut penser au bien-être des gens. Nous créons des espaces, nous créons des lieux, et ces lieux-là sont faits pour être habités et fréquentés par du monde. Alors, c'est important de penser à leur bien-être. Et le moteur, si on veut, d'école professionnelle, c'était carrément ça. Tu serais, on pourrait t'appeler l'architecte humaniste. Oui, mais je pense que c'est la mission des architectes d'avoir cet aspect humaniste. Cet aspect humaniste, oui. Il y a un autre projet que je me souviens qui vient de toi, là, c'est l'Arche au parc, là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais à côté du parc des Patriotes, là, face à l'école secondaire Saint-Joseph. Ouais. Est-ce que ça c'est une commande que tu avais eue? Ou... En fait, c'est un concours d'architecture qui a eu lieu à Saint-Hyacinthe auprès des architectes mascoutins. Et c'est un concours qu'on a gagné. Et l'Arche, c'est un peu le symbole c'est comme un pied, un pas vers l'avenir. Hein? C'est que on développait à cette époque-là, on développait le secteur nord, si on veut. Alors, c'était comme donner une espèce d'élan, si on veut, vers l'avenir. Et lorsqu'on avait gagné le concours, on avait proposé tout simplement une pièce métallique qui faisait ce mouvement-là. Et lorsque c'était le temps de le réaliser, il fallait que ça tienne, si on veut. Et on a fait appel à János Barax de l'Université de Montréal. János Barax, c'est plutôt de la Polytechnique, si je me souviens bien. C'est un mathématicien puis un ingénieur en structure qui a, si on veut, fait cette structure-là qui est autoportante, hein, parce qu'elle porte uniquement sur les deux bouts. Les câbles qu'on voit de chaque côté, c'est pour la retenir latéralement. Alors, et d'ailleurs, on se souviendra, lors du verglas, elle était pleine de glace et elle n'a pas bronché du tout. Alors, ça, c'est un projet qui a été assez spécial et c'est un projet avec lequel on a gagné un prix d'architecture aussi, encore une fois, avec l'Ordre des architectes du Québec. Et c'est Mme Félix Lambert qui nous avait remis le prix à l'époque. C'est un bon projet qui est toujours là. Les arbres poussent de plus en plus, on voit de moins en moins l'Arche, mais bon... Est-ce que tu sens qu'elle est un peu délaissée, mal aimée? Au début, elle a été mal aimée, évidemment, comme tout objet ou tout symbole public.
c'est un peu ce qui arrive à ces symboles-là. Je pense que les gens on dépense de l'argent pour quelque chose, dans le fond, qui rapporte rien. Alors que ça peut être là pendant 500 ans. Alors, effectivement, elle est faite pour durer très, très longtemps et je pense que ce sont les générations futures qui vont se l'approprier. Parce que là, cette complexité, si on veut, cette complexité mathématique, en même temps qu'elle a ce rapport à l'histoire qui est très important parce que chaque câble est accroché à une stèle et chaque stèle si on représente les aspects culturels et historiques de Saint-Hyacinthe. C'est assez intéressant de faire le tour du parc puis voir ce qu'il y en est. C'est un grand projet. Puis, tu as travaillé aussi pour les jardins d'Aurélie. C'est-à-dire qu'on a rapatrié ensemble les sœurs, les sœurs plus âgées ou malades, etc., de deux communautés qui sont les Sœurs Saint-Joseph et les Sœurs adoratrices du précieux sang. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est toi encore qui... Est-ce que c'est une idée qui te... Est-ce que... Oui. Tu as répondu à une commande ou tu as eu une idée? Bien, c'est-à-dire que les Sœurs Saint-Joseph m'ont demandé de les aider dans leur cheminement pour trouver une solution pour leur avenir parce que, comme on le sait, il n'y a pas de relève auprès des communautés religieuses, ou pratiquement pas, présentement au Québec. Et historiquement, les sœurs s'occupaient d'elles-mêmes. Hein. Les plus vieilles étaient prises en charge par les plus jeunes au sens de la santé, infirmerie, etc. Et là, puisque c'est la dernière génération, il n'y avait personne pour s'occuper des sœurs. Alors, évidemment, ça aurait pu se faire dans la maison actuelle, mais l'ancienne maison des Sœurs Saint-Joseph. Et le problème, c'est que la population des sœurs étant diminuante, alors il n'était pas possible que les sœurs puissent rester dans cette maison-là. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait des services pour les sœurs jusqu'à la dernière sœur. Alors, l'idée, ça a été de concevoir une maison qui pourra, à terme ou avant à terme, recevoir des laïcs, de sorte que la maison sera toujours remplie. Okay. Mais actuellement, elle tient compte du fait que les religieuses ont besoin d'assister à des offices religieux, oui, etc. Il y a tout ça, la chapelle. Effectivement, il y a une chapelle, etc. Et lorsque les places vont se libérer, c'est encore... il n'y a pas de place, c'est encore les Sœurs du Précieux Sang et les Sœurs de Saint-Joseph qui sont dans la maison. Lorsque les places vont se libérer, bien, les places vont se libérer pour le public de Saint-Hyacinthe. C'est ça qui fait que la maison va toujours être remplie et qu'il y aura toujours des services aussi, autant pour les laïcs que pour les sœurs. C'était ça qui était l'idée derrière tout ça. OK, bien, je te félicite pour tout ça, mais est-ce que tu penses que, tu sais, on est ici dans un endroit qui était conçu par René Richer. René Richer, les Mascoutins qui s'intéressent à l'histoire le reconnaissent, etc. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra parler de Guy Courchesne de la même façon? Mais sans que ça soit... Je te connais, t'es modeste, puis c'est pas ton but, mais est-ce que tu penses que tu vas léguer quelque chose? Ça se peut, mais c'est pas... J'ai jamais fait ça pour ça. Moi, je te c'est connais. C'est sûr qu'on laisse toujours un nom sur une création. Ça se peut que ça arrive. Ça peut arriver sur d'autres projets, comme les Jardins du Grand Séminaire, la coopérative d'habitation de Sainte-Rosalie. C'est tous des projets qui ont été primés par... nos pères, c'est sûr que ça se peut qu'à un moment donné, mon nom reste attaché à certains projets. Ouais. Puis il y a une place que j'oublie là, en terminant, là, c'est la rue... les Jardins du Grand Séminaire, je pense qu'on les appelle. Oui, c'est ça, où les maisons sont toutes de même couleur, avec une architecture. Ça, c'est un autre de tes projets, ça. Oui, ça, c'est un projet que... Si veut pas, c'est là pour durer. Oui, effectivement. C'est un projet qu'on a réalisé dans les années 80, si je me souviens bien. Ce projet-là, j'avais visité un projet à Granby à l'époque, à Drummondville, les Jardins Célanise. Alors, c'est la compagnie Célanise à l'époque, dans les années 25, qui était venue s'installer à Drummondville parce qu'ils avaient installé un barrage électrique. Ils avaient créé un petit village comme ça pour leurs employés qui venaient des États-Unis. Et ça m'avait inspiré comme architecture et pour aussi m'inspirer, je m'étais inspiré d'une maison sur la rue Giroir, au sens de l'architecture, une belle maison en briques brunes. Et j'avais pensé que ça pourrait être intéressant de créer un petit village comme ça, avec toutes les fenêtres. C'est la rue Saint-Germain, je crois. Je pense que c'est Saint-Germain. C'est Saint-Germain. Et je pense que c'est un projet. Puis Saint-Germain, c'est la rue en l'honneur du fondateur du
du groupe commerce à l'époque. Oui, je pense que oui, effectivement. La mutuelle de commerce, etc. Je pense qu'il y a des liens. J'ai su que tu es allé en Asie de l'Est, surtout en Chine. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? On a entendu parler un peu, mais ça ne restera pas là, dans... C'est pas un édifice que je vais croiser le matin, mais il paraît que tu as fait quelque chose de bien. On a travaillé en Chine, effectivement. En fait, on a travaillé en Chine, au Vietnam et en Indonésie. Ça, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, parce que c'était l'Asie, les populations sont grandissantes, et je pense qu'il y avait beaucoup de travail à faire là-bas. Et là où les interventions étaient les plus importantes, c'est surtout en Chine. On a installé un bureau à Pékin. Et j'ai travaillé 3 ans à Pékin. En fait, je faisais la navette entre Pékin et Saint-Hyacinthe. J'y allais une fois par mois. On avait du personnel là-bas. Et je vous dirais que les 2 projets les plus importants qu'on a faits, on a réalisé une école pour 3000 étudiants, et avec un village qui entoure l'école, un village de 25 000 personnes. Et ça, c'était à Shenyang, au nord de la Chine. Et ça, c'est une commande qu'on a eue suite à un prix d'architecture qu'on a gagné pour le stade de Wukesong, qui était le 2e stade en importance lors des Jeux olympiques de Pékin. OK, quand tu me dis le stade Wukesong, là, c'est pas celui, le nid d'abeilles, là, comment on l'appelait? Il s'appelait le nid, là. Oui, le nid, OK. Nous, c'était le 2e, l'autre. Et on a gagné. Oui, ce qui était surtout pour baseball. Et on a gagné le 2e prix. Finalement, on n'a pas réussi à avoir la commande. Mais ça a été une expérience quand même assez intéressante. Et par la suite, on a fait des projets assez importants et assez intéressants en Indonésie. On reconstruisait des marchés publics dans lesquels on incluait évidemment le marché public au rez-de-chaussée, et on ajoutait de l'habitation aux étages supérieurs. On a fait quelques projets comme ceux-là. Et on a réalisé aussi un projet d'habitation, encore une fois, à Bandung, au nord de Jakarta. Non, de Jakarta, parce qu'on était en Indonésie. Indonésie. En Indonésie, excuse-moi. Non. On a réalisé 350 maisons avec une machine à bloc qu'on a achetée en Thaïlande. Alors, cette machine-là, en fait, on montait une usine de toutes pièces sur place, et on faisait des blocs de ciment, et on réalisait, pour cette coopérative-là d'ailleurs, on a réalisé 350 maisons. Alors, ça a été l'expérience asiatique qui a été formidable, je pense, et très formatrice pour le bureau, parce qu'on avait toujours du personnel du bureau qui s'en allait soit à Pékin, ou à Jakarta, ou à Saigon, tout au cours des années que j'ai travaillé. C'est une belle expérience. Puis avec la Chine, est-ce qu'on t'aura demandé plein... Non, les Chinois... Eux autres, c'est des concours, puis... Oui, j'ai fait plusieurs concours en Chine, dont la gare de Tianjin, que j'ai pas gagné non plus, mais souvent, c'était des concours d'idées. Hein. On nous payait pour donner nos idées, et c'était fort intéressant. Pour nous, ça nous pratiquait, si on veut, à développer des projets d'importance. Et je vous dirais que les Chinois, maintenant, sont amplement capables de réaliser leurs projets. Eux-mêmes, hein? Et ils ont des très bons architectes, et parce qu'on parle il y a 15 ans, là, ce que je vous dis là. Alors, ça a changé depuis ce temps-là. Bien, je te remercie pour tout ce temps-là que tu nous as accordé. J'espère que les Mascoutins pourront regarder en grand nombre l'émission, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de l'architecture, de l'évolution architecturale à Saint-Hyacinthe, puis aussi de connaître définitivement qui est Guy Courchesne, qu'est-ce qu'il a apporté à Saint-Hyacinthe. Puis on te remercie pour tout ce que tu as fait, puis c'est un plaisir de te rencontrer. Un grand merci. Je remercie les Mascoutins aussi de m'avoir encouragé à pouvoir faire mon métier à Saint-Hyacinthe.